Dans le monde de la finance, il y a le système bancaire classique et puis ce qu'on appelle le shadow banking, ou alors finance fantôme ou finance de l'ombre en français. Et je vais essayer justement de casser le mythe autour de ce fameux shadow banking. Il s'agit en fait tout simplement de tous les intermédiaires financiers qui ne font pas partie de ce système bancaire classique, donc ils font une partie du boulot des banques mais sans avoir leurs contraintes. La grande particularité des banques, c'est qu'elles peuvent faire appel à la banque centrale, et grâce à cette ressource, elles ont pour le moment encore le monopole de la création monétaire. Après la crise de 2008, les réglementations bancaires se sont durcies avec notamment la réglementation BAL 3 qui augmente l'exigence en fonds propres des banques, qui sont passées d'ailleurs de 7,5% à peu près fin 2011 à 12,5% en 2018. Qui sont donc ces mystérieux acteurs de la finance de l'ombre ? Mais en fait, ils sont moins dans l'ombre qu'on peut le penser. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Conseil de stabilité financière, qui est la référence pour tout ce qui est surveillance du shadow banking, a décidé de ne plus utiliser ce fameux terme, mais parle plutôt de Non-Banking Financial Intermediation, NBFI, NBFI, qu'on pourrait traduire par intermédiation financière non bancaire. Donc oui, les acteurs du shadow banking, vous les connaissez. En fait, ce sont principalement des gestionnaires d'actifs, donc on a des fonds monétaires, des fonds obligataires, des fonds de pension, on a de l'assurance vie, on a de la titrisation, on a des hedge funds, mais on a aussi des entreprises de capital investissement, des sociétés de garantie de crédit, des sociétés d'affacturage, et puis dans un sens encore plus large, on peut regrouper les établissements de crédit à la consommation ou de crédit auto, des sites de crowdfunding, donc de financement participatif, ou même les crypto-monnaies. Avec les réglementations bancaires qui se sont alourdies année après année et notamment après la crise de 2008, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont tournés justement vers ce fameux shadow banking pour obtenir du financement. Au point qu'aujourd'hui, cette partie de la finance représente 75% du PIB. Alors j'ai tiré ce schéma du Conseil de stabilité financière. Les chiffres sont en billions français, c'est-à-dire en milliers de milliards. On a à gauche la finance classique avec 30 billions de dollars pour les banques centrales, donc je suis à la première ligne. Pour les banques classiques, banques commerciales, on a 150 billions, et puis 17 billions pour les institutions publiques. Si on continue à droite, là, on passe dans la finance de l'ombre, avec un total de 184 billions. Donc c'est fou, mais c'est plus que les banques et les banques centrales réunies. Et le poids de ce secteur lui a fait atteindre une dimension systémique, c'est-à-dire que s'il subit une crise, il va entraîner toute l'économie avec lui. Et en fait, c'était ce qui s'était passé avec les subprimes en 2008, parce que les subprimes, souvent, c'était pas forcément les banques classiques qui accordaient ce type de prêt, mais des petites sociétés de crédit immobilier. Et même quand c'était les banques qui faisaient ces prêts douteux, ils étaient rapidement titrisés et puis revendus, donc ils sortaient du bilan des banques pour rejoindre cette fameuse finance parallèle. Alors sur ce graphique, qui nous montre l'évolution de la taille du shadow banking de 2002 à 2017, on voit clairement l'évolution impressionnante du shadow banking entre 2002 et 2007, puis ensuite la contraction 2007-2010 avec forcément la crise des subprimes, vu que les subprimes, c'est de la titrisation, ça fait partie du shadow banking, mais on voit surtout que c'est reparti de plus belle et qu'on est revenu soit au niveau de 2007 pour ce qui est du pourcentage du PIB, mais surtout en termes de montant global, en milliers de milliards de dollars, on a explosé les niveaux de l'époque. Alors quel est le carburant de cette explosion du shadow banking? Le premier carburant, ce sont les taux bas qui sont de plus en plus bas. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez placer de l'argent à la banque, en tant qu'investisseur, vous savez très bien qu'il ne va rien vous rapporter. Donc les investisseurs se tournent vers le shadow banking et vont investir par exemple dans du private equity, donc dans du non-coté, ou bien même dans des plateformes de crowdfunding. Et le deuxième carburant, c'est que ce secteur-là, il est très divers et puis il est très peu réglementé. Donc il peut innover beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Alors tout le monde sent bien qu'il y a un besoin de réglementer cette finance parallèle. Mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué ? Mais en fait, c'est très compliqué parce que, comme on l'a vu précédemment, en fait, c'est une myriade de petits intermédiaires financiers et ça va d'une plateforme de Bitcoin ou de n'importe quelle crypto-monnaie en passant par des fonds de private equity, des hedge funds, des fonds monétaires. Donc c'est extrêmement difficile de tout réglementer avec une seule loi. Et le plus gros défi de cette réglementation, c'est d'arriver à réglementer les abus de la finance passée, donc typiquement ce qu'on a vu sur les problèmes de titrisation, sur les agences de notation par exemple, mais sans casser toute l'innovation qui vient de cette finance parallèle, donc par exemple avec les crypto-monnaies ou le crowdfunding. Alors j'espère que cette vidéo a cassé un peu le mythe du shadow banking parce que finalement vous en faites très probablement partie, que vous ayez du Bitcoin en portefeuille ou bien une assurance vie ou même juste un crédit auto sur votre voiture. Je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous sur YouTube, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker, je vous remercie tous énormément pour vos likes et pour vos commentaires et je vous dis à bientôt.